Bienvenue à tous sur RH Hour, l'émission qui décoiffe tous les sujets RH. La promesse est simple, une blonde, un barbu, pour vous décrypter l'actu et entouré d'experts métiers pour vous apporter un max de valeur ajoutée. Et on sera là aujourd'hui et demain et après-demain et peut-être la semaine prochaine. Non, toujours pas le quotidien, toujours pas Yann Barthès, toujours pas Léa Salamé, toujours pas. Promis, les gens du Figaro, je l'emmène avec moi à la fin de l'émission, vous inquiétez pas. Et comme vous l'avez vu, nous sommes avec du monde, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter en 1 minute, s'il te plaît? En 1 minute, waouh! Non, même pas, 10 secondes. 10 secondes, ok. Élise Moron, ex-avocate, j'ai chassé le mouton à 5 pattes pour les matchs avec des licornes. Faut comprendre que j'étais chasseuse de tête de hauts dirigeants pour des startups. Et depuis 3 ans, j'ai cofondé Blendy avec le merveilleux Léo Bernard, qui est mon associé. C'est quoi? C'est un organisme de formation dédié à l'égard des recruteurs et des managers. Le but, c'est de leur donner un maximum de meilleures techniques sur le marché pour performer en recrutement. Et pour ceux qui ne voudraient pas se former avec nous, même si on est très triste, eh ben vous pouvez acheter notre livre qui s'appelle Permis de recruter aux éditions Erol. Oui, je fais de l'autopromo. Et toi, Nico? Merci, parce que maintenant qu'elle a calé son autopromo, c'est à moi. Tu as des livres avant, une Clio peut-être, quelque chose, je sais pas. Donc moi, c'est Nicolas, qui a le barbu qui parle RH. Ça fait 16 ans que j'ai monté une entreprise qui s'appelle E-Team, qui travaille sur tout ce qui est méthode de recrutement, évolution des RH, accompagnement sur les nouvelles méthodologies de fonctionnement pour les RH. Et depuis 1 an, on a rejoint le groupe Atwork, donc avec I2O Atwork, pour pouvoir essayer de scaler un petit peu cette révolution et essayer d'avancer, de toujours mieux accompagner les RH. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être entourés avec 4 superbes invités. Et on a la chance d'accueillir Alexandra Pirzadeh-Dekou, la directrice du recrutement France de Unibail, Rodamco Westfield. Comment ça va, Alexandra? Ça va très bien, et toi? Ouais, ça va. Très heureux de t'avoir aujourd'hui ici. On a aussi la chance d'avoir Christelle Vaugelat-Calipé, DRH de chez Benebono. Comment ça va, Christelle? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Toi, t'es venue, t'es attirée par l'odeur du sang aujourd'hui, je crois. Ouais, j'ai envie de tuer des gens. Oh là là. Ça s'annonce bien pour les clashs. Ouais. On a aussi Pierre Monclos, conférencier RH et IA. Salut Pierre, comment ça va? La patate, très content d'être ici et moi aussi impatient d'affronter quelques idées. Très cool. Et enfin, last and least, Yannick Mercier. Anglais LV1. Ce n'est que le début d'une longue heure de souffrance. Yannick Mercier, directeur de la rédaction de The Daily Swell. Comment ça va, Yannick? Déjà, non. Yannick Mercier-Ries, The Daily Swile. Fatigué. Oui, directeur de la rédaction du Daily Swile, un média sur le monde du travail qu'on a lancé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Je m'en fous, je le fais quand même. J'ai pas écrit de livre chez Erol qui s'appelle Permis de recruter, mais quelqu'un l'a fait. On ne dira pas qui. Alors, on va commencer par la première personne. Est-ce qu'on pourrait avoir la photo de la première personne, s'il vous plaît? Oh, mais qui est cette personne? J'étais vraiment mignon. C'est Yannick! Oh là là. C'est Yannick. Mais qui est cette personne? C'était au passé. C'est trop facile. J'ai arrêté la frange depuis, je pense que c'est une bonne décision. Ouais, 30 secondes pour te présenter, Alexandra, on t'écoute. En 30 secondes, donc je suis Alexandra Pirzadeh-Dekou, je suis franco-iranienne. Par mon père. J'ai choisi les RH un peu par hasard, parce que j'étais prédestinée à devenir psychologue normalement. J'ai fait une maîtrise de psychologie. Et après, aller dans l'humanitaire, et finalement, j'ai atterri en entreprise. Donc, comme quoi, on ne sait jamais, tout est possible. Pourquoi les RH récupèrent de tout, des psys, des avocats, n'importe quoi. Et c'est ça qui fait qu'on enrichit le monde des RH, n'est-ce pas? Et je suis directrice du recrutement pour la France chez Unibail Rodamco Westfield, donc retail commercial et bureau. Trop cool. Voilà. Trop en cool. 30 secondes. C'est parfait, 30 secondes, c'est parfait. Qui est-ce qu'on découvre? Yannick, encore toi? J'ai plusieurs phases, je veux savoir. Le bleu me va si bien. Mais qui êtes-vous? Écoute, moi je suis Christelle, j'ai 40 ans et mes premiers cheveux blancs. Je suis, je dirais, une architecte, bâtisseuse d'équipes dans les startups et les scale-up depuis presque 10 ans maintenant. Je travaille pour sauver des millions de tonnes de produits sauvés du gaspillage chez Benebono. Et comme toi, j'ai aussi un parcours de citoyenne du monde. Je suis née de parents togolais au Gabon et j'ai vécu en France quasi toute ma vie. Voilà. Génial, merci beaucoup. La prochaine personne, qui est-ce J'adore. Il y a un petit mulet là. Oui, c'était la mode à l'époque. Il y a un certainement. que j'ai gardé assez longtemps. Pierre, dis-nous tout en 30 secondes. Moi, je m'appelle Pierre. Moi, pendant 10 ans, j'ai été entrepreneur RH dans une boîte qui s'appelle Youno, dont la moitié de mon job, c'était aussi d'être DRH.
Donc j'ai fait et le côté prestataire RH et le côté RH. J'ai adoré ça. Et depuis 2 ans maintenant, je me suis intéressé à l'IA, à appliquer dans les RH. Et donc je fais des conférences et des contenus pour décrypter les impacts très concrets de l'IA. Pas de prospective ou de théorie, juste qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA concrètement et quelles sont toutes les limites contre-intuitives auxquelles on ne s'attend pas sur la santé mentale, sur la diversité et l'inclusion, sur tous ces sujets-là. Ce qui est très intéressant, parce que le concret dans l'IA, on n'en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, redites et redites sur le sujet. Mais là, du concret, on en a vraiment besoin. Les RH ont beaucoup besoin de ça, parce que c'est dur de s'y mettre et de dégager du temps pour s'intéresser à l'IA. Trop cool. On va pouvoir passer à la... Non, pardon, dernière... Mais oui, pourquoi j'ai pas envoyé une autre photo? J'en ai plein des photos de mon temps. Mais qui êtes-vous? Je suis apparemment cette personne aux cheveux gras sur la photo. Je m'appelle Yannick Mercieris, j'ai 37, ça y est, il n'y a pas très longtemps. Je suis directeur de la rédaction du Daily Swile, un média sur le monde du travail. Et je ne suis pas RH, vous l'aurez peut-être compris. Et ça fait bientôt 3 ans que je travaille dans le monde RH avec des RH et ce qui gravite au quotidien à côté. Et je crois que j'ai jamais été aussi heureux de faire ça. Je trouve que c'est un endroit extraordinaire pour travailler. Et je dis pas ça pour vous, hein, parce que vous, moyen, mais le reste, mais sinon ça va. Ok. Incroyable. Trop cool. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. On va pouvoir lancer directement le premier sujet. Et d'ailleurs, on va devoir, parce que dans le premier sujet, tu vas intervenir assez rapidement sur une petite vidéo. On va lancer le sujet de l'actu RH. C'est parti. Alors, pour cette actu RH, on va vous demander votre avis sur un sujet bien particulier. Le vrai sujet, c'est aujourd'hui, on parle souvent de quête, on parle souvent de sens, on parle souvent de QVT, on parle de tout un tas de choses, mais au final, est-ce que ça a vraiment du sens de parler de ça pour les candidats? Est-ce que ça a vraiment un vrai impact en tant que recruteur, en tant que RH? Alors, je vous propose une petite vidéo d'une quinzaine de secondes à regarder, qui va apparaître là, t'inquiète, qui va apparaître ici. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'entreprise aujourd'hui? Pour quelle raison? Premièrement, le salaire, je pense que c'est important. Le salaire, premièrement aussi, l'aspect financier, c'est le plus important. C'est vrai que c'est la première raison pour laquelle les gens pourraient changer d'entreprise en fait. Première raison, c'est le salaire. Le salaire, je peux comprendre. Si, c'est le nerf de la guerre. Le salaire. Alors là, c'est la question que je vous pose. On entend parler partout sur LinkedIn. Alors on sait bien que LinkedIn n'est pas forcément la vraie vie, qu'il y a beaucoup de choses à côté. De QVT, justement d'évolution, de transition numérique, d'IA, de toutes ces choses-là. Mais le salaire, ça reste quand même la base de la base. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement compris par les entreprises? Est-ce que ça change ou pas? Parce qu'on a toujours tendance à dire que cette fameuse pyramide de Maslow s'est inversée, mais est-ce que c'est vraiment le cas? On aimerait vous entendre sur le sujet une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a quand même beaucoup de bullshit autour de ça, et on aimerait justement débunker un peu cette histoire. Qui est-ce qui se lance? Waouh. Ouais. Allez, je me lance. Je pense que déjà en France, on a du mal à parler de sous, de la moula. Et c'est du coup un sujet un peu de crispation. Parce que qui dit salaire dit un truc hyper émotionnel où c'est pas moi Christelle, mais c'est ma valeur en fait. Et donc il y a un peu un mélange des deux quand on parle de salaire, c'est au fait pour toi je vaux ça versus juste un prix de marché entre l'offre et la demande. Donc je pense que déjà on vient un peu cristalliser un sujet qui est très émotionnel. Le deuxième point, c'est que de l'argent, il faut en avoir un peu pour se la raconter et s'acheter une Tesla, quoique non, maintenant il est cancel, mais pas trop quand même. Donc c'est un peu quiet luxury. Et en entreprise, on a un peu ce truc de bisounours, de je viens pour le sens, je viens pour la mission. Non, en fait, j'ai besoin de remplir mon frigo de manière pragmatique et de payer mes factures. Et c'est normal que ce soit le premier levier. Après, il n'y a pas que ça. Mais pour moi, c'est un peu un deal breaker. Tu n'accepterais pas, si je te propose un job de baisser ton salaire de 50%, c'est un deal breaker, quoi. Par contre, si je te propose un salaire correct, mais autre chose, là, tu vas me dire, attends, on va peut-être se parler. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet de différence culturelle. Aux États-Unis, on te demande what's your worth, en gros combien tu vaux, mais dans le sens où c'est ok. Enfin, je veux dire, ils lâchent un prix comme ça. Moi, en tant que chasseuse de tête pendant 8 ans, quand j'avais parfois des gens au téléphone, je leur disais c'est quoi votre rémunération actuelle? Et surtout, et je disais vraiment 2 fois surtout pour manipuler un peu, pour dire dis-moi c'est quoi tes prétentions demain. Il y en avait qui bloquaient sur le fait de filer la prétention actuelle. Parce qu'ils se disaient, effectivement, côté employeur, il y a quand même beaucoup de RH, mais aussi de dirigeants, qui disent
s'il a dit 50 actuellement, Ouais. on va l'augmenter de 5-10% grand max. Ouais, bah, Même plus si on a un longtemps. budget, même si on a un budget de parce qu'en 70. 2026, Ça, c'est un peu... Vive la directive sur la Exactement, transparence de ouais. salaire. Hein. Ça Ça n'arrivera plus. 2026, ça, Mais ouais. effectivement, tu as raison, ça cristallise beaucoup de sujets. Après, je pense que ça dépend beaucoup de l'âge et dans quel momentum tu es dans ta carrière professionnelle. Moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que les jeunes vont être plus, peut-être, on va avoir peur de se faire arnaquer. Là où, quand tu as 10-15 ans d'expé, en fait, tu vas surtout, en fait, tu as déjà un peu roulé ta bosse, donc tu sais qu'en fait, tu viens pas que pour le salaire, parce que tu sais que tu peux être piégé avec un salaire et rien apprendre, avoir tes compétences qui périclitent, et en fait, tu vas regarder le package, de dire, OK, je viens parce que j'ai un minimum de vie, il faut que je remplisse mon frigo, j'ai mes prêts, j'ai mes enfants, etc. Mais aussi, qu'est-ce que je vais récupérer comme compétences derrière pour être plus bankable demain. Donc ouais, je pense que ça dépend, c'est un peu un pantone par rapport à ton âge et par rapport où tu en es dans ta carrière. Mais c'est vrai que les jeunes sortis d'école, ça dépend de quelle école ils sortent aussi. Donc il y en a qui sont très bien rodés, qui se survalorisent d'ailleurs aussi. Et du coup, ça peut créer aussi des bulles spéculatives qui peuvent cristalliser aussi ces débats-là. Mais moi, c'est vrai que je mets très à l'aise très vite les candidats en disant, en fait, on va tout de suite parler de l'argent parce que voilà, arrêtons ce truc de bisounours, je viens pour le sang, je viens pour votre baby-foot ou je ne sais quoi. C'est surtout, OK, qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que moi je vais développer et que je vais pouvoir revendre derrière en fait. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour toi, en fait, la partie jeune a plus peur de se faire avoir, donc du coup est plus regardante par rapport au salaire que la partie un peu plus senior. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique, parce que du coup, tu as une problématique de perception aussi. C'est-à-dire que les entrepreneurs se disent, mais les jeunes sont quand même chiés, quoi. Ils viennent, ils nous saoulent par rapport à leur salaire, alors qu'ils ont zéro expérience, alors que les plus anciens nous saoulent moins avec le salaire. Ce qui donne cette dichotomie. C'était toi qui avais fait la vidéo et le micro-trottoir. Alors, il n'y avait pas que ça à l'intérieur, ils peuvent revoir, parce qu'il n'y avait qu'une partie, ils parlaient de management toxique aussi à l'intérieur. C'est issu en fait de l'étude de Great Place to Work, où en gros, qu'est-ce qui ferait quitter un job? Donc, c'est pas vraiment y aller, là, c'est vraiment quitter. Donc, on est aussi sur un débat de pourquoi je pars, en fait, et souvent, c'est rarement, enfin, entre guillemets, le salaire qui nous fait partir, mais c'est plus souvent le manager toxique, parce qu'on a une situation où on fuit quelque chose. Dans ces cas-là, sinon, ça s'appelle une évolution de carrière, etc. Ce qui est intéressant dans ce que vous me dites toutes les deux, c'est on a l'impression qu'on a un manque, enfin, c'est même pas une impression, on a un manque d'éducation financière, ce qui fait qu'on a aussi ce problème culturel, et un manque d'éducation presque professionnelle, de maturité professionnelle. Quand tu dis j'arrive à X euros et je sais que je vais développer des compétences qui vont me donner une valeur, qui aujourd'hui peut se donner une valeur? C'est extrêmement difficile parce que ça joue sur l'émotionnel, qu'est-ce qu'on pense de soi, qu'est-ce qu'on pense, et puis ça dépend aussi vachement de ce qu'on dit, de notre travail. Donc il faut avoir une espèce d'extra-lucidité sur ce qu'on est pour pouvoir dire je veux ça. Et comme tu le dis, c'est un deal breaker, certes, mais je crois qu'il ne faut pas faire de classement sur les besoins. L'argent doit être au même niveau que l'émission et au même niveau que d'autres choses. Et après, là, chacun met un peu son truc dedans, mais en fait, on doit avoir des feux qui sont au vert pour pouvoir aller là-dedans. Et pour certains, ça sera d'autres. Je pense que c'est comme ça. Parce que faire des classements, ça veut dire qu'on va forcément rogner sur quelque chose et on ne sera pas épanoui. S'il y a un bon salaire minimum, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je me demande, est-ce que c'est vrai aussi pour les commerciaux? Moi, j'ai en 10 ans de DRH, j'ai des gens qui sont partis de la boîte, souvent en disant j'ai trouvé un truc qui m'intéressait plus ou plus cool, ou un métier ou la mission de la boîte. Et les seuls qui sont partis pour des raisons financières, c'était quand il y avait la guerre des salaires. Et c'était les commerciaux qui me disaient moi, on me propose plus 30%, je vais vendre un autre SaaS, je vais vendre un autre truc. Et donc, sans faire la généralité, moi, dans mon écosystème tech, j'ai toujours vu ça. Et quand on échangeait entre DRH, c'était toujours en fait, les sales, on ne va pas trop parler de culture d'entreprise, on va parler salaire parce que c'est comme ça qu'ils se différencient. On pourrait les catégoriser comme ça, vous pensez, ou pas? Non, mais après, il faut aussi comprendre, et c'est le travail du recruteur aussi de préqualifier le candidat, mais aussi sur ses leviers de motivation. De savoir, en fait, qu'est-ce qu'il vient chercher aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut chercher demain. Évidemment, le salaire, comme tu dis, tu as des traites financières pour rembourser l'emprunt de ton appartement ou plein de choses. Donc, quoi qu'il arrive, il faut un certain quantum. Savoir si, avec ça, tu peux vivre ou pas, tout simplement. Mais après, une fois que ça, c'est check, est-ce que le plus 30% ou est-ce que la mission, l'impact ou les certifications que je vais avoir gratuitement, etc. Moi, la semaine dernière, je formais des gens de chez OnePoint, justement. Un des atouts,
principal, parce qu'au niveau du salaire, ils sont à peu près au même niveau que tout le monde, mais un des atouts principaux, c'est justement cette académie en interne, où ils font partager jusqu'à plus 5 formations tous les ans. Je ne suis pas là pour faire la promo de OnePoint, hein. Mais tu as 5 formations gratuites tous les ans, et cette formation ou cette certification, elle vaut quasiment 2 000 €, et tu as des devs qui sont obligés de se les payer eux-mêmes. Donc quand là, tu as de la boîte qui vient d'investir en toi et en tes compétences futures et qui t'offre tout ça, ça a une valeur monétaire. C'est la différence entre salaire et rémunération aussi, dans tout ce qu'on ça. appelle package, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as, qui Mais tu dans croises le pitch aussi. du recruteur, il doit être capable de le formaliser. Du coup, c'est lié au parcours de vie. Parce que moi, comme ça, vraiment basé sur l'expérience, j'ai l'impression que quand tu rentres dans la vie active, c'est important en fait d'avoir ce salaire fixe, plus éventuellement de savoir les primes que tu vas avoir. Et plus tu grandis, plus tu acquiers de l'expérience, plus en fait le mix de rémunération devient intéressant sur demain, est-ce que je vais avoir je sais pas, des BSPCE, comment je vais travailler mon employabilité pour grimper la marche d'après, est-ce qu'il y a de l'actionnariat, la protection sociale quand tu as une famille, etc. Donc j'ai le sentiment que la place du salaire, elle est différente en fonction de ton parcours de vie. Et des fois, j'observe sur des postes de leader assez expérimentés, des gens qui à un moment donné ont eu des belles carrières, ont acheté leur appartement et reviennent en arrière pour des postes plus opérationnels où ils vont toucher 20-30% de moins parce qu'en fait, le salaire ne devient plus un besoin essentiel justement pour les financer et qu'ils ont déjà accompli des trucs. Mais du coup, comment on fait? Parce que là, tu vois, pendant qu'on était en train de parler, j'étais en train de réfléchir et je me disais... Bravo. Je sais que tu allais la sortir. Ne t'inquiète pas, je savais que tu allais la sortir. Oui. Tu donnes le bâton pour tirer Est-ce le bâton. que vous voyez ce que je vous dis depuis tout à tu l'heure? donnes trop de bâtons. Ouais, On n'a pas vu que tu avais Merci. réfléchi, ça c'est pas Allez, vu. c'est parti. Toi, tu peux. Toi, tu vois ce que... Je sais de quoi je parle. Ouais. c'est bon. Et donc, je me disais aussi que l'IA pouvait arriver dans ce sujet-là, parce que vous travaillez, alors je pense que toutes les deux, et puis toi aussi Pierre, vous avez travaillé des politiques salariales, des politiques de budget, et ainsi de suite, qui font que vous réfléchissez à comment vous pouvez construire une politique salariale. Est-ce que l'IA, alors ça c'était ma première question, c'est est-ce que l'IA ne pourrait pas aider à ça? Parce que in fine, l'IA peut prendre tellement de données en compte qu'au final, et en plus sans aucun biais. C'est-à-dire que l'IA peut arriver, elle peut prendre tout un tas de données Bof, sans les aucun biais. biais. Les biais de ses concepteurs. Non, mais c'est toujours... alors, Et de la data que tu lui donnes. alors, tout à fait, mais on peut créer justement quelque chose, et là je parle sous couvert de Pierre, on peut créer quelque chose en fonction de ce qu'on met, on peut créer quelque chose de purement factuel, mais clairement purement factuel. On peut émettre des règles qui sont purement factuelles, et ces règles-là vont faire qu'il n'y aura aucun bien à l'intérieur, mais par rapport à ce que tu disais Christelle juste avant, étant donné que tu parles justement de moments de vie, c'est-à-dire qu'au final, cette IA ne peut pas fonctionner parce qu'elle ne peut pas comprendre ces moments de vie. Donc, est-ce que ce n'est pas quand même un sujet qui est extrêmement complexe et qui ne pourra jamais être réellement réglé parce que justement, tu as toujours ces moments de vie et que ça va créer, in fine, des confusions. Parce que tu auras des personnes qui toucheront moins alors qu'on a l'impression qu'elles doivent toucher plus parce qu'elles sont à un certain moment. Et inversement, des jeunes qui arrivent qui ont... Enfin, c'est un bordel sans nom. Oui, mais je trouve qu'en général, effectivement, le one size fits all, il ne marche pas. Et c'est valable aussi en entreprise. C'est-à-dire que tu ne peux pas, comme je disais aussi, les momentum de vie, tu ne peux pas les prendre en compte par rapport à ça. Après, ça permet d'avoir des traitements équitables et d'être sûr qu'on ne discrimine pas, etc. Par rapport à ta question de celui-là, je pense qu'il faut que ce soit une IA interne, du coup, parce que c'est des données tellement sensibles, tellement confidentielles que tu peux pas les mettre n'importe où. Et puis que chaque entreprise a ses propres et règles, chaque ses propres entreprise, manières de fonctionner, ses propres attentes. Mais ça nécessite un grand ménage, du coup, de l'existant et de faire table rase, en fait, de quasiment pour être sûr qu'on part sur des bases hyper saines. Et c'est vrai que 2026 va nous permettre ça. Mais parce qu'au final, vous vous dites l'IA, machin, ça porte des biais. Mais au final, quand tu fais une grille budgétaire, quand tu fais une grille salariale, une politique budgétaire, tu as mis des biais à l'intérieur. Mais est-ce que tu as besoin de l'IA? Moi, je pense pas que tu aies besoin de l'IA pour... Je pense que l'IA peut te permettre d'analyser plus de données que ce que toi, tu es capable de mettre dans ta grille de départ. alors ça dépend de la taille de ton entreprise. Faire une méta-analyse. Ouais, tu peux faire des méta-analyses, mais en fait, l'IA reste ton outil. La philosophie de rémunération, le pourquoi tu le fais, le fait d'éduquer tes managers à faire passer les infos, ça en fait c'est ce qui fait le sel de nos métiers et aucune IA ne pourra le faire parce que tu n'auras pas l'intelligence émotionnelle, tu ne pourras pas expliquer à quelqu'un je sais que tu penses mériter mieux, mais en fait ce salaire-là, ce n'est pas toi que je juge, c'est sur le marché, ce métier-là, comment il est jugé. Et là où l'IA peut être intéressante, c'est s'il est backé avec des datas objectivables. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il faut avoir des pare-feux parce qu'en fait, si tu le nourris de data
qui viennent d'Internet. En fait, tu as tout et n'importe quoi. Tu as des outils qui sont bien conçus pour bencher les rémunérations. Donc, tu peux construire vraiment, je dirais, ta grille et la façon dont tu vas rémunérer les gens. Mais à la fin, c'est un humain devant un autre pour se dire pourquoi je te paye le salaire A ou B. Quoi. Par contre, là, toi, tu parlais dans le cas de l'IA qui aide effectivement pour setuper le salaire vis-à-vis des candidats. Par contre, l'IA, elle peut être ultra intéressante en interne pour décider qui va avoir l'augmentation. Parce qu'aujourd'hui, qui a généralement l'augmentation? C'est la personne qui parle le plus fort en meeting. Alors que si tu viens baquer justement par de la data sur qui a été productif, qui a mis le plus d'heures sur ces différents sujets. C'est le rôle du manager, en fait, d'aller capter dans son équipe, d'aller ressentir. Contrairement à ce que tu penses, à ce que tu dis, je pense que c'est là où l'IA ne peut pas fonctionner. Parce que s'il y a bien un endroit où tu dois faire preuve d'humanité, c'est justement dans cette analyse-là. Parce que tu as plein de personnes qui pourront être moins productives, mais pour plein de raisons différentes. Tu vois. Et en fonction de ce qu'elles ont vécu dans l'année, en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de ce moment-là, toi, en tant que RH, tu dois te dire, elle a peut-être été moins productive, mais pour des raisons qui sont autres. Mais donc, ça dépend de ta politique, ça dépend de ta culture, en fait. Ouais, là, tu touches à un point de qu'est-ce qu'on rémunère et comment on construit la politique salariale. Il y a des entreprises qui vont construire leur politique sur la performance. Pour mériter le salaire d'après, il faut que tu réalises des objectifs ABC. Tu as mis tout ton effort, tu n'y es pas, et en fait, tu ne vas pas y arriver. Oui, mais de temps en temps, c'est indépendant de ta volonté. Je te donne un exemple. Oui, mais c'est chaque entreprise qui va décider ça. Oui, donc du coup, là, tu n'es plus sur le côté IA. Tu es sur le côté qu'est-ce que tu en perçois. Tu peux décider la politique. Ouais, tu peux donner à l'IA. Ouais, c'est ça. Pierre prenait l'exemple des sales. Imagine, tu as un sales, tu vois, il a un gros portefeuille, et imagine, il a une de ses boîtes dans son portefeuille qui se retrouve en plan social terminé, plus rien. Donc du coup, plus aucune REM, plus aucun contrat vendu. T'es foutu, c'est inhérent de ta volonté. C'est pas parce que t'as pas bossé que tu vas plus avoir cette rentrée d'argent, ce CA qui. Ça, c'est la loi du marché, ça. Oui. Ça fait partie des règles internes du marché. Mais du coup, c'est pas parce que toi tu n'as pas bossé, c'est pas parce que toi tu ne t'es pas investi dans la boîte que ton client n'a pas re-signé. C'est parce que ton client est mort. Donc ça dépend de ton produit aussi. Mettons, on est sales tous les deux de deux produits différents. Tu vends, je sais pas, des téléphones. Voilà, on vend deux marques de téléphones différentes. En fait, on a bossé tous les deux pareil, la même énergie, sauf que Pierre, il a choisi ce modèle, en fait, le mien ou le tien, parce que c'est le produit, en fait, qui est différent. Donc, c'est les règles, en fait, inhérentes au marché, mais là, de sales et tout ça. Là, c'est par rapport à un produit, mais je te reprends l'exemple du sales. Tu as ton sales, tu vois, qui a son portefeuille de clients, qui doit, je te dis n'importe quoi, rentrer 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Il fait super bien son travail. À la fin de l'année, il y a un de ses clients récurrents qui est censé être là, qui finalement, boum, sa boîte, elle meurt pour telle ou telle raison. Donc, du coup, il a 50% de CA en moins qui rentrent. Il a eu beau bosser toute l'année comme il fallait pour pouvoir suivre son client, pour pouvoir faire en sorte de le chouchouter et tout ça, c'est inhérent de sa volonté. Mais du coup, ça, c'est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle rémunère? En fait, c'est pas l'outil ou c'est pas l'IA. Là, ce que tu es en train de soulever, c'est la philosophie de rémunération. Qu'est-ce que dans une entreprise A, on rémunère? Des fois, on va rémunérer l'effort. Des fois, on va rémunérer la performance. Des fois, ça va être un mix des deux. Des fois, on va rémunérer les soft skills. Des fois, on va rémunérer les comportements ancrés par rapport aux valeurs. Donc, l'évolution aussi entre ce que tu as fait une année A et une année B. Et aussi, ça, c'est vraiment, pour moi, le socle d'une politique de rémunération. C'est qu'est-ce que nous, dans une entreprise, dans un contexte, dans notre culture, on choisit de rémunérer. Et il y a autant de réponses que d'entreprises, en fait. Mais si tu sais définir, on rémunère selon le potentiel ou la performance. Là, derrière, tu peux mettre une IA qui vient soutenir des décisions humaines. Mais l'IA, elle ne va pas décider. J'ai bien entendu des fois, on se dit, parce que demain, elle va décider d'une augmentation ou de qui virer. Alors déjà, le droit du travail interdit ça. On ne peut pas avoir de décision 100% automatisée. Mais en plus, le vrai rôle d'une IA, c'est plus d'amener des suggestions de décisions. Par exemple, une IA qui a accès à tous les entretiens et qui dit en fait cette personne, ça fait 4 années qu'elle dit qu'elle a trop de travail ou autre, peut-être qu'elle sera plus sensible à moins de projets et elle garde la même rémunération ou à passer au 4/5e pour X raisons. Et ça, c'est des suggestions parce qu'elle a toutes les données mais toute la mémoire que n'ont pas forcément les managers RH. Et les managers RH, moi je vous parie qu'il va se passer ça dans les prochaines années, très régulièrement se diront « Ah, la suggestion de l'IA, celle-là, elle est pourrie. Ah tiens, ça, on n'y avait pas pensé. Et on va lui proposer. Et idéalement, il faudrait que les salariés aussi aient accès à ces suggestions. De dire, tiens, en fait, est-ce que ça pourrait m'intéresser, moi, plus un temps partiel ou différents sujets? Parce que sinon, c'était un peu le début du débat, on parle surtout salaire et on oublie tout ce qui reste autour et qui compte. Alors, pour les juniors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a certains juniors qui veulent surtout du salaire, mais
Je ne suis pas sûr. Moi, je suis un peu plus optimiste sur leur envie de ne pas bosser dans des boîtes qui polluent ou dans les nouvelles boîtes depuis les États-Unis qui arrêtent la diversité et l'inclusion. Je ne suis pas sûr que les jeunes soient insensibles à ça. Mais qu'on connaît tous. On aurait pu continuer, on a beaucoup débordé. Le maître du temps a été très mauvais sur ce côté-là. Ça n'est pas grave. On va pouvoir, d'ailleurs, on zappera ta chronique. On va préparer de toute façon. Mais de toute façon, on ne l'aime pas. On est d'accord, on est bien d'accord. J'ai décidé qu'on était ennemis aujourd'hui. On l'aime bien. On l'aime bien. On l'aime Elle ne beaucoup. l'aime pas, on l'aime bien. On va pouvoir passer au quiz pop. Pour cette nouvelle rubrique, le quiz pop, on va vous demander à tous si vous recrutez ou vous ne recrutez pas certains personnages ou personnalités assez connus et bien sûr d'étayer un petit peu votre choix. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Première personne. Deadpool pour son sens de l'humour ravageur et sa capacité à ne jamais laisser tomber, même dans les pires embrouilles. Attendez. En revanche, préparez-vous à quelques blagues douteuses dans Open Space. Et puis, est-ce que vous recrutez ou vous recrutez pas Deadpool, tout simplement? J'ai jamais vu Deadpool. Donc j'ai envie de dire non. Moi, Je vais être solidaire avec toi, sororité first. Alors pourquoi non? Non catégorique, Deadpool, c'est Gérard, pardon pour les Gérard, qui sort « Ah, t'as tes règles aujourd'hui ?» et autres choses qu'on ne veut plus entendre en entreprise. Donc, pour cette raison-là, il est cancel. En plus, en termes de management, en fait, il est ingérable dans l'équipe. Et donc, ça veut dire que ça, c'est du boulot pour les RH. Donc, moi, Deadpool, c'est non aujourd'hui et no go. Ok, tout à fait d'accord avec toi. Il est toxique en fait. Il est très drôle en divertissement. Donc si tu veux, le vendredi à 18h, on va boire des bières ensemble, Deadpool, mais travailler avec. Pas en 2025 en tout cas. Dans les années 80 à la limite. Mais Pierre avait mis oui, je crois. Moi, c'est un peu provoque, mais c'est le kiff de j'ai un joker par an, je prends lui. Pour attirer du monde et montrer qui t'es capable d'intégrer dans l'entreprise. Si tu arrives à intégrer Deadpool, c'est que tu as la meilleure culture d'entreprise du monde. Moi, je suis un peu d'accord avec Pierre, c'est le défi, quoi. Ouais, mais le défi de le changer alors. Le défi de le changer, parce que. Oui, donc tu recrutes pas Deadpool en fait, tu recrutes un. Moi, je le recrute comme Happiness Manager. Toi, tu recrutes tout le monde comme Happiness Manager. C'est clair. Tu recrutes pas Deadpool, tu recrutes une personne que tu essayes de transformer. Donc après, c'est vous les spécialistes, mais si tu recrutes une personne pour la transformer, c'est pas la personne que tu recrutes. Potentiel. Non, Si c'est tu- ta raison. Exactement, si tu vois un Pas potentiel que tu peux transformer derrière, ça peut être intéressant. Du coup, c'est pas de l'inclusion, quoi. Mais Tu il veux faut pas le savoir évaluer le développer. potentiel. Tu veux pas le développer, C'est tu veux lui faire Bah gommer oui. c'est. Tu veux le rentrer dans le moule, tu veux le faire C'est rentrer ça. dans le moule. Le faire évoluer, lui faire comprendre ce qu'il fait de mal et ce qu'il peut faire de bien et ce qui peut être intéressant. Quelle énergie il peut mettre pour certains sujets, ça peut être plutôt cool parce qu'il Mais a de il y a l'énergie. psychothérapie Il a de pour ça. l'énergie. Flemme, grosse flemme. Grosse flemme. Ok, next, on passe à la prochaine, au prochain T'as raison. personnage. Le prochain personnage, c'est Pikachu. Pour son côté ultra mignon et faculté à électriser l'ambiance. En plus, avec lui, fini les coupures de courant dans l'open space. Par contre, question langage, il se limite à Pika Pika, donc c'est pas ouf. Bref, pour animer les réunions, il va falloir un traducteur. Vous recrutez ou pas, Pikachu? Oui. Oui. Non, Bah non. Pourquoi c'est vrai. Mais pourquoi Je suis complètement à contre. Alors, pourquoi oui? Chief Happiness Officer, le mec qui est de bonne humeur, qui est toujours sympa, le collègue avec qui t'as envie Il y a d'être pas à beaucoup de côté. conversations, quand même. Il n'y a pas beaucoup de conversations, mais c'est pas grave, tu l'évites. Non. Il est Non. colérique. Bon, peut-être que j'ai jamais vu Pokémon aussi, donc peut-être qu'il faut que je Au bout d'un moment, il va falloir, je suis désolé, mais là, il va falloir voir Alors, autre chose. t'as pas vu Deadpool, t'as pas vu Pikachu. Mais c'est quoi cette culture aussi J'espère qu'il y a un Non, Victor Hugo mais- qui arrive derrière. Pourquoi tu recrutes pas? Je recrute pas parce que, en fait, trop compliqué à gérer. Ils parlent pas le même langage que l'entreprise et du coup, en termes de culture, on a une dissonance. Et je recrute pas parce que quelles sont ses compétences à part Pika Pika? En fait, moi, sur la scorecard, ça rentre pas. C'est Donc, vrai que ça, c'est fait. Je suis d'accord. Ça, Donc, c'est Il manque fait. d'autonomie aussi. Il est toujours avec Sacha, là, tu vois. Il peut pas se débrouiller recrutable. tout seul. Non, je le vois pas. Ok, ça marche. Next. Alors, pour son sens de l'aventure et son charisme de pirate, Ah ouais. Jack Sparrow, qui a l'air de dénicher quand même des trésors cachés ou de s'enfuir avec la caisse. Donc bref, il est peut-être un peu éméché, mais on le recrute ou pas? Ouh, il y a beaucoup de oui, c'est rigolo. Bah. Alors pourquoi oui? Un 3-3. grand oui. On est 3-3. C'est un Ouais, ouais. meneur d'hommes et de femmes, oui. c'est un capitaine, un leader qu'on suit aveuglément. Il a beaucoup de charisme. On rejoint une entreprise, on quitte un manager. Quand tu as Jack comme manager,
toute son équipe le suit. Après, il faut le cadrer, quoi. Il est un peu border, un peu n'a comme pas le Gérard. colique, il est un peu le colique Voilà, aussi. mais je pense qu'avec un bon accompagnement, en fait, il ramène son équipe au sommet. Ouais, Il est c'est un bon pas leader, fiable c'est un très très bon leader. Tout, quoi. Ouais. C'est bon, Zéro c'est fiabilité. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce Non. qu'il réussit tout ce qu'il fait. C'est Oui. juste qu'il faut regarder la fin. Il ne faut pas regarder le comment il y arrive. Donc, il faut fermer un peu les yeux. Sur la Et méthode. sur la méthode. Mais moi, je trouve ça bien parce qu'il pense hors cadre un petit peu. Il est un petit peu. Il Disruptif. sort des sentiers battus, disruptif, tout ce qu'on veut. Il ramène de nouvelles idées. Et En fait, voilà, c'est puis la après, son politique, il fait des- tout-diversité. C'est le culture ad. C'est le culture Vous, vous ad. êtes en Je mode- recrute Jack Sparrow, pas Johnny Depp, mais Non, je mais recrute vous, Jack Sparrow. vous êtes en mode vous recrutez des créas sous LSD, quoi. C'est ça, en fait, le délire. C'est Ça, exactement ça. hyper Moi, je réducteur. recrute pas c'est un exactement alcoolique, ça. mais de voyons. réduire Jack Sparrow à ça. Non, il est Je le mets pas créatif. devant un client. Souvenez-vous c'est cette ça, scène. sous LSD. Souvenez-vous cette scène qui est, je crois, scientifiquement impossible, mais où ils prennent la Il y a barque beaucoup de à choses l'envers. scientifiquement impossibles. Non, mais ils prennent la barque à l'envers pour aller dans l'eau. Ouais, Là, ouais. vous avez forcément vu ce même, etc. C'est typiquement genre Est-ce de que la tu l'as vu créativité. Oui, ça je l'ai vu. C'est bon. Merci, j'ai Là, la ref. ref. J'ai c'est la bon. ref, c'est bon. C'est peut-être juste. Ouais. Est-ce qu'il est propre? C'est juste ma crainte qu'on suive ça. Ah, mais tu fais un entretien avec lui, et si tu recrutes par les compétences, comme tu disais, comment il te démontre ses compétences en entretien? Moi, pas possible. Et en plus, il picole pour être créatif. C'est votre droit de voir. En pour être compétences de créatif, il pique pas pour être navigation, créatif non plus, il a l'air de plutôt s'en sortir. Je le le recruterai fais. pas comme développeur mobile, mais Tu le fais souffler dans les Dans les éthylotestes. films, il n'y a pas un moment où il picole plus, justement? Il déprime un peu d'ailleurs, je crois, mais Non, je crois à un moment où il picole Ouais, plus. Donc il a une force de caractère pour arrêter, tu vois, non. je le garde. En plus, niveau misogynie et compagnie, il est un peu border quand même. Il me semble qu'il soulève la jupe d'une fille ou un truc comme ça. Ouais, non il est- Ah il est- bon oui, il bah, est- il aura un avertissement. Alors, Deadpool, il fait ce qu'il veut. mais c'est ça, Alors, c'est- c'était quoi? No C'était les way, Georges par ou les contre, gens Jack Mais Sparrow, c'est pas c'est, contemporain, tout à Jack l'heure. Sparrow, c'était avant. Ouais, c'est ça. C'était ouais. avant, Et c'est puis- pour ça. Ah, donc, Oui. C'était avant. Et puis, on oublie un truc, Jack Sparrow, il est bankable, d'accord? Il y en a combien, là, de Pirates des Caraïbes? Ouais. Donc, lui, il fait performer l'entreprise. Je crois que Voilà. Deadpool, c'est plus fort. Et Ah pourtant, bon je veux le recruter aussi, mais... Ouais, mais Deadpool, lui, te fait cramer l'entreprise. C'est-à-dire que t'as plus d'immeuble, t'as plus rien, il met le feu. Jack Sparrow, il a Jack- perdu son Ouais, parce qu'il- navire. il perd son bateau parce qu'il Ah fait oui, un c'est de vrai. trop. Enfin, C'est un n'importe capitaine quoi, ce qui n'a pas Sparrow, de cap. Mais je le Finalement, recrute je quand change même. d'avis, Clairement. je ne le recrute Non, pas. Pas de problème, les RH ont trop de boulot, on ne recrute pas les gens problématiques. Ok. Dernière personnalité pour son élégance, sa prestance et sa capacité à faire respecter les deadlines maléfiques. Et la crainte qu'elle pourrait inspirer pour motiver les troupes ou pas. Bon, attention, parce que mauvaise ambiance, et puis s'il y a un simple faux pas, elle vous jette un sort. Est-ce que vous recrutez ou vous ne recrutez pas? Maléfique. Oui, non? Oui. Tu veux du management toxique? Ah Mais qui a-t-on invité? Alors pourquoi? Tu bosses dans la finance Bah, en fait, ça dépend de la culture d'entreprise. Il y a des entreprises qui ne sont pas bisounours, qui ne cherchent pas la bienveillance, mais la performance, des leaders autoritaires. Donc, si je travaille dans une entreprise comme ça, bah, je la recrute parce qu'en fait, elle épouse encore une fois la culture. Avec elle, ça file droit. Les salariés, tu sais, c'est du top-down, descendant. Donc, si elle correspond à la scorecard, j'y reviens, bah, on la recrute. On peut quitter le plateau. Et juste, Sur la scorecard, et c'est juste- noté, si jamais tu dois manager quelqu'un qui ne fait pas son travail, tu lui sors une pomme empoisonnée, Ouais, il n'y a pas de c'est souci, ça, il n'y ça y a est. pas de problème. Et juste, en fait, il y a des personnages dans la vraie vie qui sont Sont beaucoup plus maléfiques que maléfiques Ouais. actuellement et qui, par exemple, sont à la tête d'États puissants, qui sont des Outre-Atlantique, voilà, voilà. qui sont des Pas que milliardaires outre-Atlantique. Oui, assez c'est vrai. puissants Pas que et assez maléfiques. Donc en fait, à côté, maléfique, c'est presque un bisounours déguisé. Ouais. Il n'y a jamais eu un bisounours? Vous recrutez pas Maléfique? Bah non, on est elle ne d'accord. recruterait pas pour autant. Tu veux gérer tous les arrêts maladie qu'il y a à cause d'elle derrière? C'est de l'écologie humaine. C'est parce que tu veux récupérer les Oh, le pommes qui cynisme. restent pour Bénébono, c'est pour ça. ça. Il y a un conflit Ah, d'intérêts. Ah, La boucle est bouclée. C'est de l'écologie Elle est humaine, quoi. forte, Christelle. hein. c'est incroyable. Tu recycles les candidats, bien sûr. TDRH? À ce qui paraît. Ouais, mais là, elle a dit si je bosse dans une boîte dont c'est la C'est culture. Voilà. Quand il arrive Ouais. ceci, il n'existe pas ceci. Non, mais Du s'il y a coup, certaines boîtes, du coup, où c'est c'est la vrai, on culture revient pas. sur Deadpool. Si tu bosses dans une boîte dont la culture, c'est justement de faire des blagues vaseuses à la machine à café, tu recrutes C'est Deadpool. pas une Oui, culture mais tu finis au d'entreprise. prud'homme et tu C'est ce peux que j'allais faire. Il y a des. Ouais, tu Moi, tu j'ai finis bossé mal. pour des startups où il y avait que des Deadpool. Ah ouais? Ah Ouais, ouais. c'est mal fini. Ça se finit mal. Ça, se finit souvent par mal. prud'homme qui te fait couler ta boîte. Donc c'est Ouais. comme tu veux. Ok. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ce ne serait pas le moment de have a little Il y a du break? budget, hein, c'est tout. Oh là là Anglais LV1 Have a break. Have a break. Break.
Est-ce que vous connaissez la méthode des 4 A de Netflix? Je vous montre. Ils ont inventé une technique assez particulière pour faire passer les feedbacks / critiques un peu mieux. Un feedback, c'est quoi? C'est un retour sur votre travail. Et il peut être soit positif, genre génial ton taf, ou alors il peut être négatif. Dans ces cas-là, on dit constructif et Netflix le fait en 4 étapes. Premier A, aider. L'intention doit être positive. On n'est pas là pour cracher sa haine ou sa frustration sur l'autre, sinon ça devient toxique. Et ça, la personne qui fait le feedback doit toujours l'avoir en tête. Deuxième A, applicable. Il faut que le retour soit réaliste avec une proposition de solution. Il ne faut pas que ça soit impossible à faire. Du genre, est-ce que tu peux faire la presse en espagnol? Buenos noches, 10, 7, 8. Si vous ne savez pas parler espagnol. Troisième A, apprécier. Alors celui-là, c'est le plus dur parce que quand on nous fait une critique, on a le réflexe de se mettre sur la défensive ou de se chercher des excuses. Wallah, c'est pas moi. Donc il faut garder en tête que c'est pour notre bien. C'est dur, mais c'est salvateur. Quatrième A, accepter ou rejeter. Si toute critique est bonne à prendre, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire non plus. Et ça, celui qui fait le feedback ou celui qui le reçoit doit l'accepter. Alors pourquoi Netflix fait ça? Parce qu'on est d'accord que c'est peu commun et très délicat. Tout simplement pour être performant. Et quand on voit le succès de cette boîte, on se dit que ça a plutôt bien marché. Si vous voulez connaître d'autres secrets de grandes entreprises, envoyez 3615 secrets dans les commentaires. Après cette petite pause, c'est l'heure du canap de Yannick. Bah oui, parce qu'on l'a invité, autant qu'il serve à quelque chose. Hein. Donc, je reste assis du coup, c'est ça. C'est ça. Tu vas pouvoir essayer. Écoute, tu as 5 minutes pour nous parler d'un sujet que tu as décidé. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui, Yannick? Je vais peut-être vous poser une question pour démarrer. Est-ce que vous seriez pour... Non, je ne vais pas poser la question maintenant. Si je vous pose la question maintenant, vous allez me donner une réponse et cette réponse sera forcément différente dans 2 minutes. Promis, je vous assure, promis, vous n'aurez pas la même réponse maintenant que dans 2 minutes. Vous avez certainement vu passer ce chiffre là récemment, 22,2%. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, selon l'INSEE. Tout temps de travail confondu. Hein, donc voilà. C'est beaucoup. Mais ça va mieux. Certains diront, mais ça va mieux. C'était 23,5 avant, donc ça va mieux. Ça progresse, mais ça ne progresse pas assez vite. Si on reste comme ça, à ce rythme-là, il faudra encore 30 ans. 300 ans selon le 300 ans. Alors, en France, hein, 30 ans. Sinon 300 ans dans le monde. Mm. Voilà. Et Elle t'aime pas. j'ai vu ça. Non, mais je fais son travail parce que visiblement, il a très mal préparé sa sa chronique. clash. Elle est meilleure que moi. Pas du tout. J'ai utilisé 300 ans Comment? dans le monde. Dans le 300 monde. ans. 300 Oui, ans, je parle de la France, là, l'INSEE, les chiffres de l'INSEE en France. Sauf que ça, le chiffre, il est un peu trompeur, en fait. Parce que si on dit que les femmes gagnent 22% de moins que les hommes, bah, si on change le référentiel, on se rend compte qu'en fait, les hommes gagnent 28% de plus que les femmes. C'est le même écart, mais pas la même proportion, en fait. C'est du problème de lycée. Hein. Je vois que vous êtes comme ça un petit peu, problème de lycée. Tu me blondes, faut répéter 2 fois. Non, c'est pas grave. L'idée, il y a des explications, mais pas de justification. Hein. Évidemment, l'orientation de l'école qui fait qu'on genre les professions. 95% des secrétaires sont des femmes, 75% des ingénieurs sont des hommes. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est le temps de travail. 8 temps partiels sur 10 sont pris par des femmes. Mais le plus important, c'est la parentalité. Si vous avez des enfants et que vous êtes une femme, c'est vraiment, vraiment pas bon pour votre carrière. Je suis désolé de vous le dire. Non, mais t'as raison. C'est vraiment, oui, Ça je fait sais, bien je sûr. sais. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour votre Le carrière. chiffre est hallucinant. C'est affreux. J'ai une petite question. Du coup, toi, tu as la réponse, J'ai je la sais. réponse. Est-ce que vous connaissez la perte de salaire subie par les femmes à la naissance de leur premier enfant? À Je crois environ 10 ans. Je crois que c'est autour de 30 ou 40%. Mais c'est 38%, énorme. Ouais, c'est ça. c'est 38%. C'est strato. 38%. Ouais. Les Strato. femmes perdent 38% de salaire sur 10 ans. Mm. Pas contre les hommes, hein, Mm. versus les femmes qui n'ont pas d'enfants. Tout à Donc fait. imaginez en plus hein, par rapport à ces charmants monsieur. Donc c'est ce petit désarmement objet, démographique. Hein. là, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle la pénalité parentale. Ça fait flipper, hein. C'est la pénalité parentale, c'est exactement ce terme-là. Comment ça s'explique? Les femmes sont moins présentes sur le monde du travail et forcément, elles travaillent moins en temps horaire. Elles ne sont pas là le soir où se prennent les décisions avec le CEO. Elles ont moins le temps de faire du networking. Voilà. On Elles considère gagnent. qu'elles sont fatiguées, donc on leur demande C'est moins ça. leur avis. On leur Et dit moins ah bah non d'augmentation, en mais fait tu comprends on va pas l'augmenter parce que en fait elle n'était pas là une partie de l'année, etc. La liste est longue. Si tu as du temps jusqu'à minuit si tu veux on Mais peut explorer. Et on Toutes m'avait les dit que raisons. 5 minutes, donc c'est pour ça que j'ai pas été plus long, mais évidemment, tu as raison, et c'est exactement tout ça. Il faut savoir que 90% des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes
sont dus à la pénalité parentale. Là, ça y est, je sais que le moral de tout le monde, enfin surtout de vous, mesdames, parce que nous, à la limite, on est contents, on se dit, bon, on n'est pas contents, c'est pas vrai en plus. On se dit juste, bon voilà, ça existe toujours. Sauf que je suis quand même un mec sympa, je viens avec des solutions. Le Conseil d'analyse économique, donc le gouvernement a dit, franchement, il y a moyen de gommer ça. Comment on fait? Hyper facile. C'est quelque chose qu'on pourrait faire quasiment dès demain. Il suffirait juste de voter une loi. Et c'est très simple, la recommandation du Conseil d'analyse économique, c'est simple, c'est que le congé paternité / second parent soit de 10 semaines, dont 6 obligatoires. Ça va, je trouve, comme truc. Et toi, je sais, Nico, tu vas me dire, parce que tu es un peu comme ça, tu vas me dire, Yannick, ça vaut des thunes ton truc. Ça coûte de l'argent. Parce qu'évidemment, il faut le rémunérer. Je l'ai cerné, on l'a cerné. Je sais qu'il ne pense qu'à la moula. Effectivement, ça coûte de l'argent, 1,3 milliard d'euros. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, 1,3 milliard d'euros. Je n'arrive pas à le conceptualiser. 48 milliards d'euros le budget de la défense. C'est bon, tu peux prendre 1,3, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est clair. C'est bon, tu passeras 40 ans de vie de travail en moyenne. Si c'est un sujet de société, on est dans une population occidentale vieillissante et que c'est un enjeu en fait d'État, je pense que ce milliard, on peut aller le trouver. Et à partir du moment où tu vas décider que hommes et femmes, en fait, dans la parentalité, ça a le même impact, bah, en fait, les femmes, elles seront plus ostracisées de « Ah ouais, elle va faire un gosse, est-ce qu'elle va faire un gosse dans 2 ou 3 ans, machin ?» Ce sera un moment de vie. Et on a des exemples dans des pays, l'Espagne, des pays nordiques, où ça marche. En fait, la parentalité, c'est pas un sujet de femme, c'est un sujet de couple. Évidemment, on pense à plein de couples différents, homosexuels, hétéros, solo, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est un enjeu de société. Donc, c'est 1 milliard là. Est-ce que oui ou non, c'est un enjeu de société? On a cherché des milliards pour le Covid, on peut chercher des milliards pour ça. Surtout, je les ai trouvés, les milliards. Ah ouais? T'inquiète, évidemment que je les ai trouvés. Enfin, quand je les ai trouvés, j'ai lu le rapport du Conseil d'analyse économique, je l'ai juste lu. T'as le 06 d'Emmanuel? Pas la même. Voilà, rêve d'ancien pour ceux qui l'ont. Ah ouais. Très ancien. Il y a l'argent très facile à les trouver. 2,5 milliards, ça rapporterait. 2,5 milliards, c'est-à-dire qu'on a largement quoi de faire. On peut mettre aussi en plus des petites places en crèche et potentiellement on peut aussi augmenter les infirmières. Ça m'arrange en plus. Et les gens qui travaillent dans la petite enfance, évidemment, avoir plus de crèches, parce que bon, si tu travailles, mais si ton enfant, tu dois le mettre à la cave, ça ne marche pas. Et donc comment on fait pour trouver ces 2,5 milliards? Parce que finalement, on les a trouvés, il y a une recommandation, c'est très simple pour vous rappeler. J'avais une petite question à vous poser au début. Est-ce que vous seriez prêt à supprimer un jour férié? Au début, vous m'auriez dit non. Aujourd'hui, si on supprime un jour férié, ça rapporte 2,5 milliards d'euros. Donc je répète la question, est-ce que vous seriez prêt à supprimer un jour férié pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, voire mieux les gommer? Amen. Oui, et pour ce que tu dis, et pour embêter, pour rester poli, tous les hommes que ça embêterait de résoudre cette situation. Toi, t'es vraiment pire. Moi, j'ai même pas envie de les embêter. Parce qu'il y en a plein dont c'est pas le débat. Donc de faire ça et de prendre une mesure nationale, ça embêterait tellement tous ceux qui seraient contre ces évolutions que... Et ça se vote demain, en vrai. Qui veut réarmer justement la France d'un point de vue démographique, c'est une superbe initiative. Ça se vote dès demain, en fait. On a bien fait de l'inviter. Bravo. Intéressant. Merci pour cette chronique. C'était super sympa. Merci pour cette chronique. On va pouvoir passer parce que l'odeur du sang. Tu sens l'odeur du sang là? C'est là. Elle attend que ça. Elle attend que ça depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on s'est mis. Le clash de la mort qui tue. Alors c'est simple, le clash de la mort qui tue. Nous avons, le principe il est simple, nous avons 2 thématiques et chacun a pris une thématique, le pour ou contre. Seront-ils pour ou contre? Ils doivent absolument remporter votre adhésion. Vous, chers téléspectateurs, ils ont 2 minutes pour vous convaincre. Alors le premier sujet ne sera pas vous, donc calmez-vous. C'est Alexandra contre Pierre et le premier sujet c'est la parité en entreprise. À des postes. Bref, je dis la parité de manière générale. Nous avons à ma gauche Pierre qui défendra le contre pendant 2 minutes. Et nous avons à ma droite Alexandra qui défendra le pour. Est-ce qu'on dit honneur aux dames ou pas? Honneur aux dames. Honneur aux dames. On est calme avec Pierre, on ne s'affronte pas, on est pas encore. chill. Ça va être plus insidieux. T'as entendu? Il a dit pas encore. Ah, pas encore. Alexandra. En fait, il n'y a pas de débat pour moi, je suis prête. 2 minutes top chrono. C'est parti. Alors, tu m'as repiqué le chiffre de 300 ans, mais je voulais ouvrir sur ces 300 ans-là. Est-ce qu'on sait où on sera en 2325? On sera tous
plus là, malheureusement. En tout cas, selon les Nations Unies, c'est au rythme actuel, l'égalité de genre ne sera atteinte que dans près de 300 ans. Alors, pour accélérer la parité, il faut exercer un moyen de pression et donc, forcément, imposer des moyens qui sont coercitifs. On m'a soufflé une analogie qui est assez intéressante physique, dans le monde de la physique, qui dit qu'en fait, si on veut augmenter la vitesse d'un corps, il faut exercer une pression sur lui. Et en fait, c'est un peu la même chose sur la parité obligatoire. Si la parité obligatoire arriverait en entreprise, ça permettrait de créer une pression pour accélérer un changement qui autrement n'arriverait pas avant des siècles. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, on a fait 100 déjà pendant des siècles. On s'est aperçu qu'en fait, ça n'a pas très bien marché, puisque la parité, c'est encore un débat en 2025. Alors, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est d'accord. La parité, c'est génial. La bien-pensance, on est d'accord. Mais alors, dès qu'on soulève le côté obligatoire du sujet, il y a une levée de bouclier, ça devient tout de suite épidermique, comme s'il y avait quelque chose qui était menacé, en fait, dans la masculinité ou je ne sais quoi. Et ça devient un débat qui est hyper polarisé. Et en fait, le débat, pour moi, il n'y a qu'un seul argument, parce que souvent, le seul argument qu'on nous tient, c'est à compétence égale. Mais donc, du coup, oui, mais à compétence égale, et d'ailleurs, c'est repris par Trump en ce moment. Mais en fait, derrière les compétences, on parle de quoi? Parce qu'en fait, des compétences, ça peut être aussi hyper genré, hyper masculinisé. Quand on parle de leadership dans les postes de COMEX, parce que c'est souvent là que ça joue, parce qu'en dessous les strates, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, il y a leadership, automatiquement, on a en tête un homme, etc. Donc, en fait, pour moi, le vrai débat est de quoi on parle derrière les compétences. Et déjà, si on arrive à avoir ce débat-là, c'est pouvoir augmenter la richesse de la diversité. Et au-delà de ça, pour moi, il y a deux raisons essentielles. Une, mathématique, parce qu'en fait, c'est quand même 50% de la population mondiale. Donc, c'est quand même se priver d'une niche. Et la parité, c'est une question de justice sociale. En conclusion, en conclusion, les femmes... La conclusion. En conclusion, les femmes ont survécu à des siècles de déséquilibre et les hommes auront la force d'affronter une société plus équitable, ça j'en suis sûre. Et il ne s'agit pas de remplacer mais d'élargir et de redéfinir la notion même de compétence pour inclure enfin toutes les richesses de l'humanité. Elle était pas mal la conclusion, non? Merci. Tu remarques que c'est des femmes qui applaudissent. Moi j'attends la fin pour applaudir les deux candidats. C'est juste avant, c'était quoi la règle physique? Pour augmenter la vitesse, il faut exercer une pression. C'est pour ça que je te mets la pression. Ouais. Pour que tu aies plus de productivité au boulot. Top chrono 2 minutes, Pierre. Contre. Alors moi, je suis contre la parité obligatoire. Parce que la parité, je suis pour fondamentalement. Mais obligatoire, je pense que ça a trop de dangers et ça dessert l'objectif. Si on est pour la parité obligatoire, on se retrouve à promouvoir, alors, vu les biais qu'il y a aujourd'hui déjà dans notre société, des femmes à des postes. Et donc, on va donner du grain à moudre à tous ceux qui vont dire « Oui, mais elle est là à ce poste parce c'était un quota. » Et ça, dans mes convictions et dans ce que j'ai observé la dernière fois où j'ai été exposé, c'est terrible pour la confiance des personnes sur qui on a mis un indice quota ou autre, et de nourrir ces personnes qui vont dire « Ah, c'est parce qu'elle est là, j'ai pas envie de faire ça si demain je suis à nouveau DRH. » Et en plus de ça, imaginons une situation, il y a un CODIR où il y a 4 femmes et 2 hommes. Donc avec la parité obligatoire, il faudrait aller trouver un homme, compétent ou pas compétent, tu as déjà traité le débat. Vu l'écart qu'on a aujourd'hui, moi, c'est pas possible en fait. C'est peut-être irrationnel, mais j'allais dire, ah ben donc on va enlever. Déjà qu'il y a assez peu de femmes qui ont accès à des postes en CODIR. Si en plus on doit enlever pour aller prendre quelqu'un qui serait moins compétent, bah non, moi je veux la parité obligatoire, pas dans ce sens-là. Par contre, d'aller insuffler un contexte qui donne de la parité, je pense que, même si c'est un peu idéaliste, je te le concède, d'essayer de travailler sur l'égalité des chances et non pas l'égalité des résultats, et de ne pas avoir toujours 3 et 3 ou 50-50, mais de donner les moyens aux femmes d'y arriver, ça laisserait plus rien sous la dent de ceux qui diraient « Ah, elle est là, si c'est une femme. Ah oui, mais elle est là, en fait, parce qu'on l'a nommée, parce qu'on lui a donné confiance. » Et pour ces femmes-là, c'est une confiance qui vaut tout l'or du monde, parce que la suspicion d'avoir un quota versus de « Ah non, en fait, c'est pas pour des raisons de parité, on t'a mis là parce que c'est nous qui te faisons confiance, tes compétences, ton profil, etc. » Je pense que c'est ça qui font que les femmes, elles prendront une place. À quelle vitesse? J'avoue que ton argument était très bon, donc sur la vitesse, je suis un peu moins optimiste. Merci beaucoup. On a le droit de l'applaudir aussi. Moi, je t'applaudis aussi. Oui. Alors, je suis fair play. j'ai 2 chocobons. C'est celui qui perd qui a les chocobons, c'est ça? Non, c'est la celui punition qui gagne. Ah, c'est d'accord, c'est une On donne à récompense. celui qui nous a convaincus le plus. 1, 2, 3. Pardon, vas-y.
Alors, Pourquoi? Je vais te Tiens. dire un truc tout simple. Vas-y. Au tout départ, il y a quelques années, j'étais tout à fait dans l'esprit de Pierre. Et ensuite, j'ai parlé avec plusieurs personnes et j'ai changé. Et je suis parti sur l'esprit d'Alexandra en me disant que de toute façon, quoi qu'il se passe, même si on avait de la bien-pensance et qu'on voulait faire bouger les choses, il fallait que ça bouge et il fallait imposer. Sauf qu'il y a un truc qui m'a fait changer d'avis il y a très peu de temps. C'est le président de la GFIP qui s'est targué, qui a dit aujourd'hui, on est à 4% de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Alors qu'on a imposé depuis de nombreuses années 6%. D'accord? Et on arrive tant bien que mal à 4%. Et il a dit, franchement, si on arrive à stabiliser à 4, ça sera une bonne chose. Et pourquoi? Parce que justement, on n'a pas suffisamment formé et informé sur le sujet. Et que le fait de vouloir obliger n'a pas réussi. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Potentiellement, il faut le faire. Mais apparemment, et on le voit en l'occurrence sur la partie handicap, ça n'est absolument pas la solution parce que ça ne marche pas. Le seul truc qui peut marcher, c'est la formation, l'information, le fait de faire avancer en fond. Et malheureusement, c'est très très long. Et comme tu l'as dit, ça peut prendre très longtemps. Mais On n'a pas le temps. j'ai trop. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai peur que, justement, comme tu le vois par rapport au handicap, j'ai peur que ça ne marche pas. Et c'est intéressant que tu fasses le parallèle entre les personnes en situation de handicap et ce débat sur la parité. Parce que c'est vrai que même démographiquement, ça représente moins de personnes aussi. Le genre en France, c'est un handicap intéressant. dans l'entreprise. En fait, la parité est un handicap en entreprise. C'est une discrimination. Un handicap, je ne sais pas, c'est une discrimination. L'inverse du handicap, c'est que le handicap, ouais, certes, il y a cette loi, mais 80% de handicaps sont invisibles. Ouais. Une femme, c'est pas invisible. Enfin, ou un homme, grosso modo, sauf évidemment sauf quand tu te genres pas, mais sinon, tu peux le voir. Il y a aussi la différence de pour avoir ce pourcentage-là, il faut avoir sa RQTH. Et pour l'avoir, c'est une galère sans nom. Putain, c'est le premier truc intelligent que tu dis. Bravo. Je suis d'accord avec toi. Une femme n'a pas besoin de montrer qu'elle est une femme ou de décrocher Je suis d'accord avec toi sur le côté RQTH. Et je vais dire un dernier truc, et puis après, de toute façon, on va avancer. Mais un chiffre qui est à mettre en parallèle de ça, qui est fondamental, on a obligé les entreprises à avoir 6% de personnes en situation de handicap. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. On a obligé. Ce qui ne marche pas surtout, c'est que derrière, en fait, il n'y a rien qui n'est fait. Pourquoi? Parce que si on regarde le baromètre de la perception du handicap en entreprise de la GFIP, je vais vous poser la question, est-ce que vous savez combien de RH savent que 80% des handicaps sont invisibles? On sort de l'écosystème malin de LinkedIn qui est que tout le monde le sait. Combien de RH savent ça, alors que c'est leur métier? Moi, je dirais 20%. Oh non, quand même plus, j'espère. 30. On est aux alentours des 30%. On est aux alentours des 30% de RH qui savent que 80% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, le fait, alors c'est pour ça que je suis en partie d'accord, le fait d'imposer n'avancera à rien. Parce qu'on impose sans apporter d'autres choses derrière. La loi Copé-Zimmermann, des femmes, une parité obligatoire dans les sociétés cotées. Ça marche. En fait, et je crois que c'est Christine Lagarde qui avait fait une conf sur ça, quand on lui dit pourquoi tu es arrivée là, elle me fait, à chaque fois on me demande où sont les femmes. En fait, elles sont là, les femmes. On est déjà là. C'est 51% de la population. Je pense que comparer le handicap à la parité femmes-hommes, c'est un peu grossier et on n'a pas le temps de l'exposer, mais ça ne marche pas parce que c'est 6% RQTH et donc c'est pas le même enjeu. Mais de manière factuelle, toutes les lois et tous les pays qui ont appliqué des parités strictes, ça a marché. On n'a pas le 300 ans, en fait, c'est maintenant. Et je préfère le soupçon d'incompétence que le fait de se dire il faut encore des siècles et des siècles. Mais c'est autant compétente, il n'y a pas de débat en fait. Et puis, il suffit de s'armer avec les bons arguments aussi pour défendre sa place et ses compétences. Mais clairement, si effectivement il y a une obligation, par contre, il faut absolument qu'il y ait une sanction. Parce que parfois, il y a des lois où tu as des obligations, mais derrière, tu as des sanctions, c'est juste des prix. Mais je suis d'accord avec toi. Sur le soupçon d'incompétence, il y a le soupçon d'incompétence et l'absence de reconnaissance de l'autre, en fait. Et je préfère prendre ce risque-là, le soupçon d'incompétence, que de l'absence de reconnaissance. Tu as gagné mon chocobon. Tu m'as convaincu. On doit avancer, on aurait pu en parler pendant longtemps parce que le sujet est complexe. Deuxième clash. Attention, le plus attendu. Nous sommes en live, retransmis dans le monde. Je suis adorable, en fait. Mais je t'aime. Mais là, je vais te détester. Tout ce qui existe avant le mail n'existe pas. C'est comme les matchs de boxe là où ils se mettent la pression juste avant, etc. Je vais te bousiller. On va envoyer la boue et tout. Alors, notre deuxième sujet, c'est la semaine de 4 jours. Nous avons donc Yannick à ma droite qui sera pour le contre pendant 2 minutes. Il faudra que tu nous convainques. Et à ma gauche, Christelle qui défendra le pour la semaine de 4 jours. Qui va remporter votre adhésion? Qui va remporter surtout les chocobons? Eh bien, c'est à toi, Christelle, pour le pour. Nous t'écoutons.
Ok. Le temps, c'est par essence une ressource finie, limitée. Le temps, c'est de l'argent. Mais soyons honnêtes, c'est surtout la seule chose qu'on ne peut pas récupérer. Donc, si on arrêtait de sacrifier ce temps sous l'autel de la productivité, ce serait quand même pas mal. Et si on arrêtait le présentéisme en France, ce serait encore mieux. Aujourd'hui, on passe 5 jours en entreprise pour en récupérer 2 le week-end. Et des fois, déjà le 6e jour, le dimanche, il est grignoté parce qu'on pense déjà au lundi. On va travailler 40 ans. Et si le deal, c'était de se dire, pendant ces 40 ans, on va prendre le temps. On va travailler moins, mais mieux. On va être plus content. Est-ce que ce n'est pas le nouveau deal de l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas plus inspirant? Et si on changeait les règles du jeu? La semaine de 4 jours, ce n'est pas un caprice de start-up avec des cofondeurs en Véja. C'est une réponse à un monde du travail qui s'essouffle. Les gens en ont marre, on le voit. Il y a plein de statistiques sur le désengagement. Je crois que c'est 7% en France de personnes qui sont engagées au travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir avec la semaine de 4 jours? De la productivité, plus 25% dans la plupart des entreprises qui le mettent en place. L'absentéisme en chute libre, l'engagement reboosté et la marque employeur sapée comme jamais. Et attention, il ne s'agit pas de travailler moins, mais de travailler mieux, plus concentré, plus efficace, plus humain. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas de la salle de sieste ou le bar à bonbons, c'est le temps pour vivre, respirer, créer, innover. Alors, encore une fois, on doit bosser 40 ans, autant les rendre supportables, voire inspirants. Magnifique, en plus sur le cordeau. Bon plaidoyer. Bon chance. Oui. Let's go. C'est marrant parce que j'aime bien me mettre dans ce clan du contre, alors que dans le fond, je suis plutôt pour. La problématique qu'on a là, c'est la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est la solution à des problèmes ou est-ce que c'est juste un pansement qu'on essaye de mettre sur des problèmes qu'on pourrait régler autrement? C'est intéressant ce que tu parles du temps. Travailler, c'est la deuxième chose qu'on fait le plus dans notre vie après dormir. Donc évidemment, et ce que je dis très régulièrement, ce que je demande dans mon métier journaliste, je prends ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Je leur demande du temps d'attention. Quand tu parles on pourrait gagner de la productivité, c'est vrai. On pourrait gagner de la motivation, de l'engagement avec ça, de l'attractivité, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça qui te rend attractif? Est-ce que tu vas dans une entreprise parce qu'à la semaine de 4 jours, où on a fait le débat au début, est-ce que tu vas pour le salaire, le sens, l'émission? C'est un peu comme le télétravail. Est-ce que tu vas parce qu'il y a du télétravail ou est-ce que tu vas pour les raisons que j'ai évoquées juste avant? Je pense, revenir aussi sur l'absentéisme, parce que tu en as parlé, c'est vrai, moins d'absentéisme, mais le télétravail aussi le fait. La seule différence, et moi je source la DARES, c'est qu'il y a plus de gens malades qui vont travailler, enfin, qui sont en télétravail et qui bossent. Donc finalement, c'est aussi un petit peu, parfois, dangereux d'avoir ça. Dans les dangers de la semaine de 4 jours, même si je suis, encore une fois, foncièrement plutôt pour, parce que c'est une évolution, j'y viendrai après, tu dis on pourrait être plus productif, travailler mieux. Le danger, c'est l'intensification du temps de travail. Et on pourrait arriver à une fatigue cognitive. Et ça, c'est très dangereux. C'est important de faire des choses un peu moyennes, nulles, qui n'ont pas trop d'intérêt. Il y a aussi une inégalité sectorielle. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Une inégalité de collaborateurs, comme pour le télétravail finalement. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Est-ce que c'est adaptable à tous? Est-ce que la relation collaborateur, relation client, c'est possible aussi pour ça? Il faut s'adapter. Et en fait, je pense qu'on peut ouvrir des débats qui sont peut-être encore plus intéressants parce que la semaine de 4 jours, elle nous pose une problématique forte, c'est quelle innovation managériale on peut mettre en place pour répondre aux problèmes communs que nous avons. Je pense que c'est un changement organisationnel, c'est dur à dire, et en même temps culturel. Et donc peut-être que la solution pour aller encore plus loin, c'est de se dire la semaine de 4 jours c'est bien, mais est-ce qu'on n'irait pas plus loin dans une période où on a des compétences qui changent, qui sont obsolètes plus rapidement? Est-ce qu'on n'irait pas finalement avec des contrats qui changent vers peut-être une semaine de 4 jours, une semaine de 4 jobs en fait, et qu'on irait picorer chez certaines entreprises? Si tu veux répondre, étant donné qu'il a dépassé, tu as 20 secondes pour Tu as un répondre. droit de réponse. Je pense que tous les arguments que tu as apportés sur le contre ne viennent pas solutionner le fait qu'on a des burn-out
de plus en plus. 40%, je crois, là, il n'y a pas longtemps, les chiffres de l'assurance maladie sur les cadres et les jeunes, il y a un essoufflement. Les entreprises, elles essayent à base de baby-foot et de paillettes de convaincre les gens. La réalité, c'est qu'on travaille longtemps, on va travailler de plus en plus. Oui, alors, il y a un risque d'intensification, mais en fait, la vie n'attend pas. Donc, 4 jours pour travailler, je pense que c'est bien assez. Mais est-ce que Non, si, sur le burn-out, est-ce que c'est le temps de C'était travail? déployé, c'est bon les chocobons. Ah, Les chocobons. Terminé. La vie n'attend pas. On pourrait passer pendant... 3, 2, 1. C'était entre les deux. Je ne savais pas choisir. Je le mets entre les deux, tu vois. Personnellement, j'en suis là. Non, c'est compliqué. Enfin, je commence, je te laisse. C'est compliqué parce que tu as raison sur plein de sujets. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la semaine de 4 jours est une évolution. Maintenant, il faut faire attention. La semaine de 4 jours, pas la semaine en 4 jours, c'est des choses qui sont différentes. Moi, je suis quand même plus aussi sur le sujet. La semaine de 4 jours, c'est bien, mais il faut penser à autre chose. Passer à un autre format de boulot, à des CDI de projet, à travailler en mode projet et non pas en mode tiens, on va se rythmer sur tant de jours, tant de jours, tant de jours. Le fait de se dire ok, je viens, je kiffe ce que je fais, je le fais en 2 jours, 3 jours, 6 jours, 10 jours, on s'en fout, j'ai ma productivité qui sert à ma boîte et boum, on avance, potentiellement faire plusieurs jobs. Donc je suis pas contre. Mais j'aime bien, c'est fou ça, j'aime bien ta démonstration. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est complètement dingue. Mais ça va pas, t'as besoin de vacances. Hein. Donc je pense que c'est plutôt un changement plutôt plus global, qui sera peut-être insufflé par la semaine de 4 jours, mais un changement plus global. Moi, je suis pour aussi le fait de prendre du temps au travail pour le remettre et le réinjecter dans la vie, la vraie vie, parce que le travail, certes, c'est un super divertissement. On en parlait ce matin pour nous sortir un peu de notre condition de mortel, d'une certaine manière. Mais c'est important, effectivement, de pouvoir avoir davantage de temps pour les choses importantes de la vie de la famille, etc. Et je sais qu'il y a aussi aux États-Unis une nouvelle vague, entre guillemets, qui s'appelle le job sharing. Donc, en gros, c'est plusieurs salariés qui partagent un même job et justement, ils font à chaque fois en fonction de leur propre rythme. Donc, il y en a qui sont au 3/5e, d'autres à plein temps, etc. Mais je trouve ça intéressant, le job sharing, parce que pour le coup, sur un même poste, tu peux aussi avoir des idées complémentaires et puis créer de la vraie innovation aussi. Donc, moi, j'ai hâte de savoir de quoi demain sera fait. Merci pour ces clashs. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Et on va pouvoir passer au Oh My God. Oh My God, c'est 3 histoires qui vous concernent, que vous m'avez racontées, 3 histoires un petit peu what the fuck. Et j'aimerais bien savoir qui les a dites, qui me les Tout a... est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Là, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de... Tout est vrai. On passe sur la première. Il y a quelques années, un soir, alors que je finissais tard et qu'il n'y avait personne au bureau, j'entends soudain des bruits suspects venant du bureau de ma N+2. Comme des cris étouffés. À la fois intrigué et pas rassuré, je décide d'aller voir de plus près. Et quelle fut ma surprise! J'aperçois à travers la vitre teintée 2 personnes. Qui? Ma boss et son amant, en plein tête-à-tête rapproché. Je m'éclipse comme une petite souris et disparais. Ça provient de qui, à votre avis? C'est toi, ça. Ah, donc c'est toi. Parce qu'elle était tellement surprise à la fin de l'histoire, donc c'est Christelle. On veut en savoir plus! Alors, Christelle? J'espère qu'elle ne regardera pas. Je me suis dit, quand j'ai entendu l'histoire, C'était il y a très très longtemps, en effet. En quelle année? Parce que je connais Christelle depuis un certain nombre d'années. Il y a plus de 10 ans. Et dans un de mes jobs où, en effet, je suis tombée sur eux, où ils avaient décidé de réviser le Kama Sutra ce soir-là. Ils avaient juste oublié qu'il y avait quelqu'un. Et j'étais entre sidérée. Genre, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Impressionné quand même un peu par la performance. Impressionné par la souplesse et surtout hyper... Parce qu'à l'époque, en plus, c'était une boss qui faisait peur, junior dans les premiers jobs, un truc très hiérarchique. Donc voilà, quoi, c'est madame la directrice. Ils t'ont vu? Ils m'ont pas vue parce que elle avait une vitre, comment on dit, sans teint, c'est ça? Pourtant, ils m'ont pas vue et je me suis tout de suite mis au sol. J'ai rampé jusqu'à mon bureau. Bah ouais, parce que j'étais surpris, tu sais, je marchais, tchic, tchic, tchic. Je me suis baissée, j'ai rampé jusqu'à mon bureau, j'ai pris mes affaires, j'ai même pas éteint mon PC et je suis partie. Voilà. Et donc, dès que je l'ai croisé dans le couloir, évidemment, j'étais là avec moi-même et j'ai cafeté avec mes collègues. Ce que j'allais dire, est-ce que tu l'as raconté? Mais bien sûr, c'est devenu le gossip de l'année, évidemment. Et ils sont toujours ensemble?
Je sais pas. Je ne sais pas. Deuxième histoire. Il y a quelques années débute un conflit important que je gère entre un membre de Codir accusé d'être de mèche avec un fonds d'investissement et de nuire à l'entreprise. Après avoir démenti toute relation avec le fonds, on retrouve des photos d'anniversaire sur les réseaux sociaux qui montrent le gérant du fonds confronté au board sur cette relation. Il essaye de se dédouaner en prétextant une relation par rebond d'une amitié entre leurs femmes. Mais cela n'a pas suffi. C'est Pierre. C'est Pierre. Moi, je dis que c'est Pierre. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était quoi? Tu peux nous en dire plus? Ouais. C'était un peu Game of Thrones. On a eu, il y a longtemps, effectivement, quand j'étais DRH, un manager avec qui on était en conflit. Et on se dit, c'est quand même bizarre, il y a plein de trucs qui ont l'air d'être de mèche avec un des fonds d'investissement. Ce qui, normalement, n'est pas possible. Et il démentait, il ne cessait de démentir le fait qu'il connaissait cette personne dans la vie personnelle. Or, il aimait beaucoup se vanter des fêtes qu'il faisait chez lui. Et un jour, en montrant, il était là, zoomé, regardez les bouteilles de vin que j'avais pour tel anniversaire. Et en fait, entre 2 bouteilles de vin, il y a quelqu'un qui dit « mais c'est l'investisseur !» Il est à la soirée. Et donc, il a été confronté à ça en board, dans un moment pas facile. Sa réponse, c'est « non, mais on ne se connaît pas trop, nos femmes sont amies, et des fois, on va à des corridas et des matchs de rugby. » Et donc, je n'ai pas assisté à ce board, à celui-là précisément, mais donc il y a eu des rires jeunes, des rires irrationnels de qu'est-ce que c'est que cette situation. C'était 2 semaines avant que la personne quitte l'entreprise. Et la dernière, du coup, on saura qui c'est. Je l'aime bien, les collecteurs. Ça va plaire. Elle va beaucoup plaire à Christelle, je pense. Ouais. C'est parce que ça a dit de toi, mais soyons vigilants. Mon directeur des opérations qui me propose sérieusement de mettre des stands de maquillage sur nos stands de forum école pour attirer plus de filles à postuler. Waouh. Car on avait un vrai problème de parité dans les équipes. Ouais. Waouh. C'est pas vrai. Apparemment. C'était en quelle année? C'était il y a 2 ans. Non. Tu te rends compte? Non. Ouais. Est-ce que ça a marché? Non. C'est très bas. C'est la bonne question. C'est la vraie question. Parce que là, vous avez Pardon, jugé, je mais reformule. est-ce que ça... Mais vous l'avez pas marqué. Ben non, Non, je mais- l'ai hurlé dessus. non, mais à la pardon. machine à café, je suis passée pour une hystérique. Mais non, je lui ai dit, mais attends, tu peux pas être sérieux, c'est hyper sexy ce que tu racontes. Mais je plaisante. Donc évidemment, je l'adorais, mais je me suis dit, on est tellement on est loin. séparés, quoi. Ouais. Donc ouais, voilà, c'était un peu... Stand de maquillage. Il y a des gens qui travaillent pour la parité. C'est fou quand même. Hein. Je t'aimais un peu, mais là, tu viens de baisser dans mon estime, sérieusement. Mais toujours au-dessus de moi, on est d'accord. Ça va. Non, toi, je te. Oui, moi je suis toujours en bas, c'est bon. Ouais, Oui, toi il y bien, a c'est bon, eu toi du bien. sang. Merci beaucoup pour ces petites histoires un peu what the fuck. Et vous savez quoi? Merci à tous. Malheureusement, C'est la fin. C'est déjà c'est fini. Ah Pour moi, c'est une délivrance souffrance. pour Yannick. C'était une souffrance. C'est fini. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que ça a été, Ouais. Christelle? bien. C'était Comment comment? vous êtes sentis? Bah bien, c'était drôle. Ouais, c'était Ouais. C'était trop Ouais. court. C'est trop court, notamment sur la parité, je pense qu'on aurait Ouais. pu beaucoup Ouais. dire plus de choses que ça. Donc il faut savoir, parce qu'on nous disait que c'était trop long et maintenant on nous dit que c'est trop Non, court. non, ouais, en ouais. vrai, non, je pense que les discussions, en fait, tu peux avoir un format long où tu exposes Ouais. et tu débats. Donc peut-être idée d'un autre format de battle un peu long et un peu plus dense, quoi. Mais je pense que ton format court, ça va bien marcher parce que tu regardes. Je pense qu'on a envie de rentrer plus rapidement dans les clashs, tu vois. En fait, c'est Ouais. là où, comme on Ouais. a plus ou moins préparé les trucs et qu'on a bien des compris que vous aviez arguments, envie de vous etc. mettre dessus. Ah Non, ouais, ça, mais on l'a je pense vu. que ça met, enfin, on aurait eu envie de creuser et potentiellement, je dis bien potentiellement, on serait presque arrivé à un consensus. Bah ouais, ça aurait été j'ai beau. une autre idée Peut-être. pour vous. Mais c'est Comment bien ça a été, rythmé. Pierre? Ouais, l'expérience, elle est bien. C'était C'est bien rythmé. Du coup, on se laisse porter par le truc et on peut se détendre, ce qui est plus Trop sympa, cool. je pense, pour la mission. Et je sais pas le taf que ça représente de faire ça, mais bravo dalle. les gars. Ouais, c'est Ouais. clair, bravo. Et merci pour l'invitation. Bah, c'est tout moi. moi. Pas grand-chose, c'est surtout Ah bah Elise qui est- le surtout cerveau et Elise. Et on le sait cerveau. Et la barbe. Et la Ah, barbe. Le cerveau et la barbe. Je me fais démonter de toutes parts. Comment On ça a sait, été, on Elise, cette émission? Mais c'était trop chouette. Une de trop avec toi, mais c'est ok. Je suis là. C'était Je suis d'un punching ball humain. quoi. Non, alors, À ton avis, qui pourquoi aime Yann bien châtie bien, tu le sais. Non, je suis toujours hyper ravie de faire ça avec toi et très contente et j'espère qu'on en fera plein d'autres ensemble. Et je pense que les autres vont les faire différemment. On vous propose des nouveaux formats très très vite et très probablement
On peut dire du live peut-être, on va essayer. On va essayer. ouais. du live. Avec Yannick, vous réinvitez Yannick ou pas? Ah Yannick, on ne sait On pas sait pas encore. encore. C'est trop cher. Merci Elle vous a beaucoup pas, Élise. pas de cachet? Merci beaucoup Merci Élise à parce toi, que Nico. c'est vraiment grâce à Élise parce que c'est elle qui écrit toutes les punchlines, toutes ces choses-là. Il y en a certaines en plus qui viennent directement. Donc elle fait un taf monstrueux, même si des fois c'est un peu tard, mais elle fait toujours un taf Au dernier moment, mais... Merci beaucoup. On Merci. doit aussi remercier Bravo. le Toute Figaro l'équipe. Emploi qui nous prête les locaux et qui nous permet de faire cette émission, qui nous C'est a vrai. permis de lancer cette émission. Il faut remercier Harold et Thomas qui sont en régie, qui font la pré-post-prod. On remercie aussi toute l'équipe d'E-Team at Work, Exact. PA, Gauthier, Robin qui font la post-prod, Yanis, Camille, Alia qui font toute la partie visuelle et compagnie, Et qui Théa. nous aident à Ils sont faire tout ça. Ouais. Donc c'est ça qui est vraiment très très cool. On Bravo. vous remercie toutes et tous et franchement moi j'ai encore passé une fois un pur moment et je Clairement. crois que je vais attendre avec impatience la prochaine quoi. Je crois que tu vas me manquer. On va essayer de faire des Oh. choses. On va essayer de faire des choses. On va les ensemble. laisser tous les deux. Allez-y, laissez-vous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci. merci.